Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Comme chaque samedi, le rétro-info de la semaine. Pour en parler, j'ai ici avec moi Rachid Nekez, président de MJC. Merci Rachid Nekez d'être avec nous. Merci pour votre invitation. Salam alaikum Mazoul Felavan et à tous nos participants et auditeurs et auditrices. Merci. À côté de vous, Nazim Taleb, mouvement Rachad. Merci l'invitation. Merci Nazim. Et Salah Hadjab, militant pour la démocratie. Merci Salah d'être avec nous. Également, merci pour l'invitation. Alors, nous allons voir d'abord les titres. Le matin d'Algérie. Après l'enlèvement d'un journaliste d'Al-Nahar, Anis Rahmani annonce avoir porté plainte contre les services de renseignement par Khaled Dourar. Liberté. Élection présidentielle d'avril 2019. Paris ne soutient ni mandat ni candidat par Karim Kébir. TSA. Crise à l'APN. Saïd Bouhadja contre-attaque par Achira Mamri. Alors, voilà nos trois sujets. Celui de la France, donc, qui envoie un message à travers la presse, s'il vous plaît, qu'elle ne soutiendra ni mandat ni candidat. Nous allons parler. Puis, cette histoire de crise à l'APN qui perdure. Et l'affaire Al-Nahar contre Tartak, contre le patron de la DAS, Direction des Affaires de Sécurité, c'est ça? Et alors, voilà, donc qui se lance? Nous allons commencer par La France ne se mêle pas. Alors, un bref rappel, des journalistes algériens ont été invités à une conférence quasi informelle. Et donc, on leur a dit que la France ne se mêlera ni de mandat ni de candidat. C'est dire que le message est clair. Nous ne soutenons pas le 5e mandat, nous n'allons pas nous impliquer. Nous demandons au régime algérien de laisser les Algériens choisir cette fois-ci. Et ils ne sont pas passés par les canaux officiels pour le dire. Dieu sait qu'il y en a. Ils sont passés à travers des journalistes. Mais le problème est que les deux journalistes n'ont pas cité le Quai d'Orsay, alors que c'est là où s'est passée cette rencontre. Les deux journalistes, curieusement, parlent de sources. Selon nos sources, on nous dit ceci, cela, alors que c'est de notoriété publique. Ça s'est passé au Quai d'Orsay. Pourquoi ne citent-ils pas leurs sources, d'abord? Et ensuite, pourquoi maintenant la France, via la presse algérienne, envoie ce message qu'elle ne soutiendra pas le 5e mandat, ou du moins qu'elle ne s'impliquera pas dans cette histoire qui se lance? Rachid Nekez. Bismillah. Alors, tout d'abord, pour nos auditrices et auditeurs, le Quai d'Orsay, c'est le ministère des Affaires étrangères ici, oui, à Paris. Donc, oui. Je crois que la situation aujourd'hui est intenable, avec l'absence, j'aimerais dire, prolongée du président Bouteflika, qui n'a pas dit un mot depuis 6 ans, qui est invisible pour les Algériens, invisible sur la scène internationale. Je crois que le président Macron a pris acte de cette situation intenable et il ne peut pas cautionner comme ça, aux yeux de l'opinion publique internationale, un soutien à un président absent. C'est intenable pour lui. Pourtant, à 2 reprises, l'Élysée a confirmé qu'il y a bien eu communication téléphonique entre les 2 présidents. Alors, depuis 5 ans, il y a eu 5 communications Non, mais officiellement. du temps de Macron. Oui, tout à fait. Ça veut dire, ils ont dit, M. Macron et M. Abdelaziz Bouteflika ont eu un entretien téléphonique où ils ont échangé de sujets complexes et variés. Oui, tout à fait. Donc jusqu'à l'émission de ces communiqués, la France hésitait. C'était un peu le statu quo. Et tout le monde pensait qu'elle allait marcher dans ce 5e mandat. Or, maintenant, on a l'impression qu'il y a un retrait. Oui. Il faut savoir Macron a peur. Oui, entre-temps, il y a eu 2 choses. Il y a eu d'abord 2 rapports parlementaires, à la fois des députés français et des sénateurs français. Le premier disait que le 5e mandat n'est pas impossible. Et le 2e mandat disait qu'il y a une volonté de changement en Algérie et que, visiblement, le ministre de la Défense aurait envie d'être président, en l'occurrence, M. Gaët Salah. Qui a dit ça? C'était des rapports de députés français. D'accord. Voilà, il y a eu d'abord un rapport de députés français où il disait que Gaët Salah voulait être président, oui. Et ensuite ça a été rééquilibré par un rapport du Sénat français qui disait qu'il n'y a pas d'impossibilité à un 5e mandat. À cette époque, M. Macron était très fort dans les sondages en France. Il bénéficiait d'une aura extraordinaire sur la scène internationale. Entre-temps, de l'eau a coulé. Et il est au plus bas dans les sondages. Et il ne va pas s'aventurer dans les circonstances actuelles avec une très forte minorité
algérienne ici à Paris à soutenir un 5e mandat qui pourrait l'affaiblir considérablement lors des prochaines échéances À plus forte électorales. raison que tout le monde est en train de parler de tsunami migratoire si jamais ça dégénère en Algérie, à Dieu ne plaise. Absolument. Et d'ailleurs, le président Macron est très inquiet par rapport à ce flux extraordinaire d'Algériens qui quittent l'Algérie ou par Zodiac ou par visa aller sans retour. Et cela peut avoir des conséquences très graves au niveau des prochaines élections. On a bien vu les effets qu'ont eu cette arrivée massive de 1 million de migrants en Allemagne. Et depuis Oui, cette date-là, oui, Mme Merkel oui. est dans une situation extrêmement fragile. Délicate. Donc je crois que le Quai d'Orsay aujourd'hui est très prudent, et il a raison d'être très prudent, et il n'a plus aucun intérêt à soutenir un régime qui est aujourd'hui à bout de souffle. Nazim Tal, pourquoi avoir communiqué via des journalistes algériens pour envoyer un tel message, non seulement aux autorités, puisque je présume qu'il y a des canaux où le message a été transmis, mais via des journalistes vers l'opinion publique algérienne? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils recherchaient? Bon, ça c'est de la communication. La France, déjà, le sait, elle a une image très dégradée en Afrique, et peut-être même plus particulièrement en Afrique, c'est-à-dire les anciens pays colonisés par la France et l'Algérie. Donc, à mon avis, elle veut redorer son image auprès de l'opinion publique algérienne. Et donc, on dit, ou ils disent que la France ne se mêle pas ou ne soutiendra pas la candidature de Bouteflika. Bon, Ni mandat, ni candidature. Ça veut dire, c'est clair. Ça veut dire, oui, ni le 5e mandat, ni... mais là, il faut lire entre les lignes. C'est-à-dire que quand je ne soutiens pas un mandat ou un président donné, c'est-à-dire que je soutiendrai une autre initiative. La France, on le sait, il y a le discours, mais dans la réalité, la France, elle est très impliquée dans la politique algérienne, comme d'autres pays. Il ne faut pas non plus dire qu'il n'y a que la France qui a mainmise sur la politique en Algérie. Il y a d'autres pays, comme les États-Unis, comme la Russie, etc. Sauf que la France, effectivement, elle a un rôle et elle s'inquiète de plus en plus. Et je crois que la déclaration de Bajolé exprime très bien cette inquiétude. Il dit textuellement, la stabilité, OK, mais pas l'immobilisme. Or, aujourd'hui, telle que la situation se présente en Algérie, on est dans un immobilisme total. On est dans on va parler peut-être dans d'autres sujets, d'une régression de la liberté, aussi bien des individus, que ce soit sur Facebook, que ce soit dans la rue. Là, on vient d'interdire le Mouatana de se rencontrer, etc. etc. C'est-à-dire qu'il y a une régression à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'il y a une peur qui a conquis les cœurs de cette nomenclature, de cette mafia qui dirige le pays. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas la solution, puisqu'on a un clan qui s'oppose à un autre, via maintenant Bouhadja, mais il y a quelques semaines, c'était via des généraux des régions. Donc on est en train de purger tout ce qui peut être, je dirais, soit pour Bouteflika, soit contre Bouteflika. Et là, effectivement, la France, elle a tout à fait raison de s'inquiéter, parce qu'il ne faut pas l'oublier, l'Algérie, elle est à 1 heure de la France. C'est-à-dire que, comme il a dit M. Nequez, c'est-à-dire qu'un flux migratoire, ce n'est pas en dizaines de milliers. Comme ils ont pu recevoir 20 000 Syriens, et ça a quand même levé un tollé pas possible au sein de la classe politique française. Alors imaginez-vous des centaines de millions, centaines de milliers d'Algériens, et ça c'est inéluctable. Économiquement, politiquement, culturellement, tout s'effondre en Algérie, tout s'effondre. Voilà. Moi, personnellement, je pense que, d'ailleurs, vous avez bien utilisé, Jamal, le mot conférence informelle. Ouais. Je pense que c'est une réponse intelligente ou maligne ou hypocrite à une déclaration informelle qui vient de Bajolé, qui était, quand il était au poste, il n'a rien dit. Maintenant, son remplaçant, il ne dit rien. Mais maintenant, il parle et en même temps, on a entendu parler de l'ambassadeur de France en Algérie en disant que ça vient d'une personne qui n'est plus en poste. Il a dit Bajolé, c'est Bajolé. Voilà, donc, Lui, c'est lui, nous, c'est nous. Mais en réalité, on est presque comme devant la scène en quelques mois, quand le ministère de l'Éducation en Algérie a demandé à un de ses cadres de faire la déclaration comme quoi ils vont introduire l'Ammiya. Et comme ils ont vu un refus, elle est sortie une barabret pour dire non, ça vient. vient. Un ballon sonde. Exactement. Donc là, aujourd'hui, moi, je pense que la France,
La France, elle est pour la continuité en Algérie, ça se discute même pas, parce que l'enjeu, Continuité, qu'est-ce que vous voulez dire? c'est-à-dire le Avec pouvoir, Bouteflika, le pouvoir actuel, c'est-à-dire ceux qui lui donnent les contrats actuels, ceux qui lui donnent tous les privilèges, la même relation, sauf qu'elle est face, on dirait, elle est en train de faire cette manœuvre, c'est comme si elle communique avec des gamins qui ne veulent pas comprendre, oui, je suis pour la continuité, mais pas avec un mort-vivant, mais elle est face à des gens qui ne comprennent pas, donc elle a fait cette manœuvre pour faire une pression pour que ces gens-là se force à arriver à proposer celui qui va assurer... Mais on a senti dès l'arrivée de Macron que ce n'était pas le même style qu'Hollande. Par exemple, Hollande s'était déplacé exprès à Alger, visiter Claire, pour nous raconter son fameux discours de l'alacrité. Oui. C'est un homme avec qui j'ai échangé pendant 2 heures de sujets très complexes et tout. Il a essayé de nous vendre la couleuvre, j'allais dire, alors que M. Macron n'a jamais dit nous avons parlé. Quand il parle, il dit j'ai parlé à M. Bouteflika, je lui ai dit. Oui, mais Macron, il a accepté qu'on dise qu'il a eu 2 ou plusieurs communications téléphoniques. Enfin, Macron, la différence... Mais il n'a pas dit lui-même. Non, mais j'arrive. Il n'a pas dit. Non, la seule chose, même l'affaire de Bajoli, il n'a pas dit lui-même ni son chef. C'est-à-dire Macron, la différence des autres, il est en train de prendre les choses avec des gants ou des pincettes. Il est en train de jouer un peu le malin. Mais en réalité, on est dans la même continuité. Sincèrement, ça n'a pas changé parce qu'un jeune homme de 40 ans ou 39 ans va se prendre des photos avec un mort-vivant qui ne parle plus. Et après lui, qu'est-ce qu'il a fait pour la déclaration? Il n'a pas dit la critique, mais il a demandé à son ministre des Affaires étrangères de faire une déclaration presque dans le même genre. Oui, tout va bien, nous avons une relation. Oui, mais on sentait que lui ne voulait pas s'engager personnellement. Non, mais... Et là, il montre qu'il ne veut plus s'engager. Non, je ne pense pas. Lui, il ne veut pas. Sincèrement, il n'aurait pas fait cette déclaration. Il n'aurait pas laissé son ministre des Affaires étrangères faire ça. Lui, il fait la même politique, mais il fait juste une petite pression. Je peux donner un autre exemple concret. Oui. Les Algériens ont suivi dans les médias à l'époque où il y avait des ministres algériens qui ont été arrêtés, fouillés dans les aéroports. Et l'affaire, si on la traite bien, en fait, ils ont vu de l'autre côté tellement c'est l'anarchie totale. La distribution des passeports diplomatiques a atteint tous les summums, le copain, les cousins, les machins. Et donc, eux, à chaque fois, ils font un protocole spécifique. Ils étaient fatigués. Ils ont fait des communiqués à les autorités algériennes, mais comme ils n'ont rien compris, ils étaient obligés de faire cette manœuvre de contrôler, de humilier des ministres algériens pour passer un coup de marteau parce que les piqûres ne marchent pas. Donc là, ils sont... L'affaire par exemple, Green Hamid, qui a été fouillé au corps. Voilà. Moi, je pense qu'ils sont face à des gens qui ne comprennent pas les piqûres, donc ils sont en train de faire des coups de marteau, mais je dis bien, tellement ils veulent bien tenir à cette relation, parce qu'ils ont beaucoup d'intérêt, et donc ils veulent juste le faire avec une façon un peu maquillée. Oui, mais moi, j'aimerais que nous parlions un peu de le pourquoi, le timing, pourquoi avoir choisi ce moment-là, pourquoi avoir voulu envoyer un tel message, et un tel message pas via les canaux habituels, via la presse, via des journalistes venus de 2 grands journaux notamment, francophones, Liberté et L'Ouatan, entre autres. Pourquoi ? Je crois qu'il y a eu un événement très important, ça a été la crise de la cocaïne, fin juin, où suite à cette crise de la cocaïne, il y a eu un chamboulement phénoménal dans les postes de responsabilité, aussi bien au sein de l'armée algérienne qu'au sein des services de sécurité, et la France a été très inquiète de voir... La France, je pense, je présume qu'elle a toujours su qui est derrière les gros trafics de cocaïne. Depuis l'affaire Zinjabil en 2006, où un général-major avait été impliqué très fortement, y compris par les stupes américains, tout le monde sait qui trafique dans la cocaïne. Mais il n'y a pas eu que la cocaïne, il y a eu un changement dans les postes de responsabilité au niveau des commandements militaires, des régions militaires en Algérie, des services de sécurité. Quand on voit par exemple le départ du général Hamel, qui a un réseau extraordinaire dans les chancelleries, extraordinaire, et qu'il a été limogé. Vous pensez qu'il a été limogé à cause de la cocaïne ou Non, c'est un prétexte, la cocaïne. Voilà. La cocaïne est un prétexte. Mais sur le plan de l'analyse politique, du côté français, elle est obligée de s'interroger, la France, sur qu'est-ce qui se passe à Alger. Il y a une reprise en main du pouvoir par l'armée depuis le mois de juin. Mais quand vous dites reprise en main, est-ce que l'armée a perdu le pouvoir un jour? Je dis bien de reprise en main officielle. Oui. Comme vous voyez que des généraux nommés par le président Bouteflika ont été limogés par le vice-ministre de la Défense, M. Gaïd Salah, cela s'appelle une reprise en main officielle du pouvoir par l'armée algérienne. Et on voit bien qu'entre-temps, il y a eu un rééquilibrage. Et qui a été au milieu de ce rééquilibrage? C'est bien la France.
la France a été obligée d'intervenir pour mettre fin à ces chamboulements au niveau des postes de direction, aussi bien dans l'armée que dans les services de sécurité. C'est pour ça qu'elle est Comment obligée. vous savez que la France est intervenue? J'ai des informations Oui, intervenue comment? pour stopper. Ça s'est arrêté. Vous n'avez pas fait attention que ça s'est arrêté? Ça s'est arrêté peut-être parce qu'il n'y avait plus rien à jeter dehors. Vous allez voir, ça va continuer. Peut-être que c'est parce que les principaux opposants virtuels contre le 5e mandat ont été virés et que le reste ont été terrorisés, donc il n'y a plus lieu de continuer la purge. Je pense que si c'était aussi clair que ça, la France ne serait même pas intervenue. Mais Elle aurait mais laissé c'est les vous choses. qui dites qu'elle est intervenue. Nous, on n'en sait rien. Mais si la France n'était pas inquiète, vous croyez que M. Bajolet aurait fait un livre où pendant 10 pages, il raconte ce qui s'est passé avec la famille Bouteflika, qu'elle est corrompue? Je peux dire qu'il a fait ses confessions, qu'elles sont sorties, qu'à ce moment-là, le livre n'était pas prévu, qu'il est sorti à ce moment-là. Je peux le croire, je peux être naïf. C'est l'ancien directeur de la DGSE jusqu'en 2017. C'est l'ancien coordonnateur de service sécurité et c'est l'ancien ambassadeur. Barakallah, donc il n'y a pas de coïncidence. Vous Tout est pensez calculé. que c'est calculé, qu'il y a des gens derrière lui qui l'ont... Qui, d'après vous, qui l'a poussé à... C'est la présidence de la République, évidemment. D'accord. La DGSE dépend directement du président. L'ambassadeur de France à Alger dit non, nous, on n'a rien à voir, ça c'est Bajolet par il est dans son privé. rôle. Et même dans cette conférence informelle du Quai d'Orsay avec les journalistes algériens, ça a été répété. Il dit non, Bajolet, normalement, il aurait dû s'astreindre à un devoir de réserve, il n'avait pas à dire ce qu'il a fait. C'est normal. Le Ça, Quai c'est le d'Orsay jeu a diplomatique. Mais le Quai d'Orsay est dans son rôle en faisant un démenti, et les intérêts supérieurs de la France sont dans leur rôle quand ils font passer, Absolument, vous avez raison. un message par l'ancien ministre, vous avez raison. ambassadeur. Donc c'est la formule classique de la diplomatie officielle et souterraine. Nazim, sur ce sujet. Sur les déclarations de Bajolet? Non seulement sur la déclaration de Bajolet, pourquoi, moi j'aimerais comprendre, et les téléspectateurs aussi, pourquoi la France a-t-elle utilisé ce canal de la presse algérienne pour dire et faire dire que cette fois-ci, elle ne se mêlera pas. Qu'elle ne se mêlera pas, qu'elle ne se mêle d'ailleurs dans les affaires d'aucun pays, aussi proche soit-il, comme c'est le cas de l'Algérie. Mais qu'elle ne se précise, ne se mêlera ni de mandat, ni de candidat. C'est clair, d'avoir une telle précision suscite qu'ils sont en train d'envoyer un message qu'il ne soutiendra pas le 5e mandat et qu'elle ne donnera pas le feu vert à un quelconque candidat de l'armée. Moi, sincèrement, je n'ai pas de réponse particulière. Pour moi, il y a plusieurs... c'est des hypothèses. Est-ce qu'elle veut passer par le public parce qu'elle voit que ses communiqués ou les communications qu'elle a d'État à État ne sont pas étalées dans la presse? Un deuxième facteur, c'est que peut-être que ces relations d'État à État, en fait, c'est un discours de surmuet, c'est-à-dire que personne, de l'autre côté, il n'y a personne qui entend les injonctions, entre guillemets, de l'État français vis-à-vis des réformes qui deviennent nécessaires. Mais Nazim, jusque-là, c'est une sorte de statu quo qui a complètement paralysé le régime algérien. Le fait que Macron n'ait pas envoyé un feu vert au moment voulu pour un 5e mandat, ça a paralysé totalement le régime algérien qui, à moins de 7 mois des présidentielles, n'a encore rien entrepris. Ça veut dire que cette absence de la France dans la prise de décision a bloqué toute la machine. Et maintenant, au dernier virage, ils envoient... Moi, sincèrement, il ne faut pas non plus le rôle de la France. Elle a un rôle, comme je l'ai dit au début, mais son rôle n'est pas prépondérant ou omniprésent au point de comment dirais-je, de geler ou qu'on soit dans l'immobilisme. L'immobilisme, il y est depuis des années. Il ne faut pas se leurrer. Oui, mais d'habitude, ils n'attendent pas 7 mois pour désigner... Désigner quoi? Le candidat à la présidentielle. Enfin, le candidat entre guillemets. C'est-à-dire, en fait, parce désigner le président. Parce qu'on est dans une situation exceptionnelle où on est face à un président où on ne sait pas s'il va vivre demain ou dans... C'était le cas au 4e mandat. Hein? Au 4e mandat aussi, c'était le cas. Il était très malade, ils l'ont quand même choisi, parce que François Hollande avait donné son feu vert au moment voulu. Bouteflika est passé au 4e mandat sans même faire sa campagne électorale. C'était son cadre que c'est de l'aile baladé de wilaya en wilaya. Mais le soutien au 4e mandat était conditionné, quand même, d'après moi, d'après
je dirais, si on se rapporte quand même à une analyse politique, j'estime que la France, elle a quand même une analyse politique. Elle a été conditionnée pour sortir plus ou moins de la léthargie, de l'immobilisme au bout du 4e mandat. Sauf que là, il voit que l'autre parti insiste, persiste pour représenter encore une fois Bouteflika, c'est-à-dire les conditions, c'est-à-dire ils ont dit quatrième mandat, trouvez-nous un autre candidat pour vous remplacer parce que ça ne peut pas durer. Mais là, il voit que rien ne change côté Alger, donc forcément, effectivement, ils retirent toutes leurs billes. Salah Hijab. Moi, je pense on dit il bloque, il gèle le soutien au 5e mandat de Bouteflika en personne. Mais eux, ils sont toujours là pour cette caste-là qui gouverne l'Algérie. Ils ne trouveront pas d'autres personnes qui leur donnent chèque blanc sur les contrats économiques, sur d'autres sujets. D'ailleurs, pour eux, le pouvoir algérien, c'est une sorte de barrage de l'arrivée à des islamistes au pouvoir. Donc c'est comme ça qu'ils ont fait cette relation. Et donc, ils continuent de soutenir ce pouvoir, mais pas Bouteflika. Sauf que, comme l'a dit Nazim, de l'autre côté, ils sont bloqués. C'est comme si Bouteflika, c'est l'un des derniers parleurs il parlait avant 2012. Il était un les derniers des leaders qui appartenaient à cette famille révolutionnaire et je ne sais pas quoi. Et c'est pour ça son clan n'arrive pas à trouver l'autre. Et donc eux, ils pensaient qu'ils arrivent à gérer ce problème. Et vu à leur retard, après derrière, je ne pense pas qu'il n'y a que l'histoire de cocaïne. Je pense qu'eux, ils sont face à voir plusieurs symptômes. Il y a la cocaïne, il y a l'histoire de ce limogeage qui se passe de façon vraiment absurde. 39 juges, 5 généraux. C'est vraiment, ils sont en train de voir une situation très très chaotique. Il y a la crise politique, c'est-à-dire on ne sait pas est-ce qu'il y aura des élections ou pas, cette crise de l'APN, la crise des droits de l'homme, la crise des libertés, il n'y a pas de rassemblement, les partis politiques qui ne sont pas du tout... Des journalistes qui sont enlevés en pleine rue. Exactement, des partis qui ne sont pas du tout islamistes, c'est des partis démocrates, gauchistes qui veulent juste faire une marche. On leur met des bennes à Constantine. C'est des partis qui veulent faire une réunion. Ils déposent une demande le 13 septembre. Jusqu'au jeudi, il n'y a aucune réponse. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont aveugles. Elle est en train de voir un groupe de gens aveugles qui est en train d'aller vite. Et c'est pour ça qu'on revient en arrière. Il y avait un des journalistes européens qui a dit le pouvoir algérien, c'est un pouvoir sans visage. Eux, ils n'arrivaient pas à communiquer avec ces gens directement comme ils communiquent avec d'autres pouvoirs adultes. Donc, ils sont arrivés à cette méthode un petit peu bâclée, un petit peu, comment on dit, une méthode à utiliser avec les gamins. Et nous passons au sujet suivant, la crise à l'APN. J'aimerais vous rappeler quelque chose de très très important qui est passé quasiment inaperçu, à tel point que nous avons pris l'habitude de la normalité, j'allais dire, qu'on n'a même pas fait attention. Il y a quelque temps, M. Yahya et d'autres nous ont affirmé que nous sommes dans un état de droit, où la séparation des pouvoirs est constitutionnellement consacrée. Or, M. Bouhadja, cette fois-ci, il a déclaré du haut de sa chair, du haut de sa tribune, publiquement, face à la presse, face à tout le monde, il a dit quelque chose d'absolument incroyable. Lui, qui est le représentant du pouvoir législatif, censé être indépendant de tous les autres pouvoirs, des deux autres pouvoirs. Il a dit publiquement: je ne partirai que si le président de la République me le demande. Si le président me demande de partir, je partirai. Et donc là, c'est clair. Si le pouvoir législatif lui-même, président du Parlement, vient nous dire une telle chose, ça veut dire qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Ne serait-ce que ça. Ensuite, nous en viendrons à la crise en elle-même, Rachid Nekez, sur cette sortie du président de la Moi, PN. je trouve que c'est intéressant ce qui se passe en Algérie. Pourquoi? Car maintenant, c'est les institutions officielles qui communiquent en direct devant l'opinion publique algérienne et devant l'opinion publique internationale que l'Algérie n'est pas une démocratie et que tout est concentré autour du président ou de la présidence de la République. Un président, comme on l'a rappelé plusieurs fois, qui ne dit pas un mot depuis 6 ans, qui n'apparaît nulle part, ni en Algérie, ni à l'étranger. Le pouvoir algérien a pris l'habitude d'être masqué comme au temps de la Révolution. On ne sait pas qui est responsable. C'est le Balg, l'ancien, l'ex-DRS. Donc ils ont pris cette habitude, personne ne sait qui contrôle l'Algérie. Ils sont juste d'accord pour se partager la manne pétrolière et gazière
en Suisse, où je vais me rendre le 12 novembre Et à ce point, à Lugano. faire une telle déclaration. Le président du Parlement qui dit, moi, normalement il est élu, il est inamovible. Sauf pour 2 raisons clairement définies par la Constitution, personne ne peut le forcer à partir. Or, lui-même dit, je ne partirai pas sauf si le président me le demande. Oui, parce que c'est d'autres fidélités. Ce n'est pas la fidélité constitutionnelle qui entre en jeu. C'est la fidélité clanique. La Comme fidélité... ça, ouvertement, publiquement, il aurait pu le penser sans le dire. Comme on dit en Algérie, hadi. Hadi. Hadi, Tout- normal. كل شيء فوت. كل شيء normal. Monsieur Bouhadja, le président de la PN, pense qu'il est encore au temps de la Révolution, entre 54 et 62. يعني شكون الزعيم تاعو؟ الزعيم تاعو سي Fakhamatou Bouteflika. Donc si Fakhamatou Bouteflika, on va dire le chef de la wilaya lui dit de partir, il partira. هو ما على بالوش كاع لو كان راه في لابيان ولا لو كان راه في الغابه ولا لو كان راه في البحر Sur ولا راه كنت في cette crise, الصحراء. d'après vous, à quoi elle est due? Vous savez, Pourquoi, il faut toujours... pourquoi on a provoqué une telle crise? Vous savez, il faut toujours analyser à quel moment se produisent les crises. Ouais. On a le chamboulement dans les services de sécurité de l'armée juste après la crise de la cocaïne. On a la crise de la PN juste après la déclaration de Bajolet. Vous savez, il y a toujours une concordance des événements. Il faut les analyser tels quels. Puisque la France ne veut pas d'un 5e mandat, ni de M. Bouteflika, il faut trouver une solution parce qu'ils n'ont pas prévu un plan B. Le régime n'a pas prévu qui pourrait remplacer éventuellement M. Bouteflika. Donc, il faut gagner du temps. Donc, en créant une crise... Donc, ils sont en train de faire de la diversion, d'après vous. Bien sûr. Ça veut dire qu'il n'y a rien de vrai dans tout راك ça. جزائري خونا الجزائري سي نزيم جزائري اوني توس الجزائر نعرفوا العفايس تاع نزيم؟ النظام الجزائري. Nazim, qu'est-ce que vous en Moi, je pensez? ne partage pas forcément cette analyse. Peut-être qu'elle est vraie, mais après, on reste toujours dans des hypothèses. Voilà, c'est... Moi, pour moi, Bouhadja, il résume ce qui se passe comme conflit clanique au sein de l'appareil algérien. Comme il a dit, effectivement, ça a commencé avec les chefs de région. Oui. Donc, Avec le DGSN d'abord. voilà, Gaït Salah essaye de placer ses éléments. On l'a vu avec comment il s'appelle الهمل؟ Non, un de ses proches, je ne me rappelle plus, le chef de région de la Wilaya 2. Bon, bref. Ouais. Après, Bouhadja, la présidence, le clan présidentiel demande à Bouhadja de démissionner. Gaït Salah lui demande de rester. Donc, on est là. Mais qui a dit que c'est Gaït Salah qui lui a demandé de rester? Non, encore une fois, pour moi, c'est des hypothèses. Oui. C'est-à-dire que... Mais c'est pas ce qu'on dit. Il y a d'autres personnes qui disent non, c'est Saïd Bouteflika qui demande à Bouhadja de partir et c'est Saïd Bouteflika qui lui demande de rester. Il envoie certains de ses nervis pour lui demander de partir, comme Ould Abbas et tout. Il lui envoie d'autres gens, entre autres un ministre, pour lui dire non, le président vous dit de ne pas partir. Pour moi, donc je rejoins vous avez cette analyse. Moi, pour moi, l'analyse, c'est que Bouhadja, il est proche de Gaït Salah. Les deux sont de l'Est. Mais Bouhadja dit que si le président me demande de partir, je pars. Mais il ne peut pas lui demander parce que même si on est dans la normalité, dans l'adi, il ne peut pas lui demander. Parce que s'il lui demande, c'est la dissolution de la PN. Ils ne peuvent pas... C'est ce qu'ils veulent. Non, mais lui, il a dit je pars sans qu'il y ait dissolution. Il a dit, si le président me le demande, je pars. Ça veut dire qu'il ne lui demande pas de façon officielle, il lui demande de façon informelle. Il lui fait ça, par exemple. Il part. C'est ce qu'il a dit, lui. Si le président me demande, il sait très bien que le président, ce n'est pas lui qui va lui demander, c'est Saïd Bouteflika. Pour tout le monde, c'est Saïd Bouteflika qui est le président. Mais si je peux me permettre, la PN n'a aucun pouvoir en Algérie. Non, mais ça, on le sait. Mais non, mais ça, il n'y a pas d'enjeu. Non, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'enjeu, c'est juste que pour moi, le cas Bouhadja, c'est symptomatique de la crise des clans qui se passe en Algérie. Après, ça a une analyse personnelle. Il y a une crise, pour vous, il y a un conflit des clans, une guerre des clans. Mais bien sûr. Salah Hijab. Moi, je rejoins ce qu'a dit Nazim, mais je pense que c'est une crise à l'intérieur du même clan, parce que ces gens tous, ils sont en train de font leur louage à M. Bouteflika, ils sont tous en train de dire nous sommes avec 5e mandat. Après la déclaration de Bouhadja,
nous avons entendu d'autres déclarations qui sont presque proches. La plupart qui sont au milieu de ce groupe qui gouverne, quand ils sont à l'intérieur, ils disent que tout va bien, on est dans un état des institutions, le président et tout. Le jour où il y a un petit problème, ils commencent à sortir. Bouhadja a parlé qu'il n'y a pas un pays d'institutions. Avant lui, nous avons la déclaration de Hamel, il a dit qu'il faut être irréprochable, propre pour enquêter. Voilà, pour les autres. Avant lui, Ben Hadid, quand il était avec eux, il a fait pas mal de cochonneries dans des villes algériennes. Et après, il a dit, dans l'armée algérienne, il y a des milices qui faisaient des terrorismes. Avant les trois, il y avait une déclaration de Saïdani, quand il avait parlé pour l'affaire de Tigin-Turin, quand il a dit Toufir, il était derrière ce problème-là, ou qu'il a provoqué ce problème-là. Donc, nous sommes en train de voir des gens, ils ont menti beaucoup de choses avec le peuple, et maintenant, même entre eux, ils n'arrivent pas quelle est la chose qui est vraie, la chose qui est fausse. Je dirais bien que c'est des acteurs qui sont en train de jouer, des acteurs pour une pseudo-démocratie carnaval fait d'Ashra à la bouteflikienne, mais le souci, quand ça arrive pour écarter une personne, cette personne, elle croit qu'elle a ce rôle et elle essaye de parler avec le metteur en scène, avec la casquette qu'elle a jouée avec le peuple. Et c'est pour ça qu'on est face à ces contradictions. Et c'est gravissime parce que l'Algérie, il n'y a personne qui peut nous expliquer qu'on a des institutions, qu'on a l'APN ou qu'on a le Sénat. Ce sont tous des pendicides qui sont collés à ce monsieur Bouteflika. D'ailleurs, même la justice, c'est une pendicide à la présidence. Toutes ces choses-là. Et d'ailleurs, quand il dit il faut que la présidence me le demande. C'est une façon de dire, Yajma'a, je sais qui désigne, c'est-à-dire cette présidence. Mais le dire publiquement. Oui, mais non. D'ailleurs, on vient de dire à l'oreillette que Ould Abbas vient de donner une conférence de presse où il demande à Bouhadja de partir à l'instar de ceux qui l'ont précédé. Quand on leur a demandé de partir, ils ont parti. Il a cité des noms. Mahri, Karim Younes, je crois. Il a commencé par lui-même, puisqu'au sein du comité central, on a demandé à Ould Abbas de partir. Donc. Exactement. Et d'ailleurs, même le nettoyage, on a tous parlé, c'est pas nettoyage, ce limogeage. D'ailleurs, lui, le premier, quand il était arrivé, il est parti au comité de pseudo-parti politique. Et il en a viré 15, je pense. Il a laissé que 5, soit des autres. Mais Salah Hijab, votre avis. Oui. Pourquoi cette histoire d'APN? Pourquoi? Moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est pour ça que moi, je rejoins un peu l'avis de Rachid Nekez quand il dit qu'ils veulent provoquer une crise qui ne... Mais pourquoi est-ce qu'ils demandent à Bouhadja de partir? Pourquoi? En quoi ils dérangent? Tout le monde sait que le Parlement est une chambre d'enregistrement. Ils votent les lois qu'on leur demande de voter. Tout le monde sait que le RN et le FLN ont à eux seuls la majorité et donc ils font voter tout ce qu'ils veulent. Il n'y a même pas, tout le monde sait qu'il n'y a même pas de minorité de blocage au sein de l'opposition, entre guillemets. Donc pourquoi vouloir faire partir Saïd Bouhadja, qui ne peut être ni utile ni inutile, puisque la machine marche toute seule. Désolé, mais il ne faut pas oublier que si le président vient à décéder, Ben Salah, le président du Sénat, ne peut pas assurer, parce qu'il est gravement malade. Oui. Et donc, 45 jours, c'est 45 jours. Il peut assurer, c'est 45 jours. Préparer les élections. Non, mais il est gravement malade. Il ne peut pas assurer... Vous croyez que le président Bouteflika n'est pas malade? Mais attendez, mais il est en train au niveau de la forme, celui qui va être président par intérim, c'est Bouhadja. Oui, Ben Salah. Ben Salah, il est gravement malade. Il n'est pas gravement malade. Il est en train de faire des apparitions publiques. Ben Salah, il est gravement malade. Ça fait quelques mois, il était en France c'est pas juste pour des examens. Il est gravement malade. Oui, mais il n'est pas mort en quelques mois. Donc le fait, ils peuvent assumer pendant 45 jours, même s'il est gravement malade. C'est pas lui qui va mettre en... Ils ne veulent pas courir ce risque. Ils ne veulent pas courir ce risque qu'au niveau des clans, qu'un proche de Gaïd soit à la présidence. Vous avez raison de dire que c'est que l'APN, finalement, elle n'a aucun rôle, mais pour eux... les gens disent de Bouhadja qu'il est proche des deux, parce que je ne pense pas qu'il est... C'est quelqu'un de discipliné, Bouhadja, c'est quelqu'un... C'est un moujahid qui n'a pas de personnalité. C'est quelqu'un qui a participé au coup de contre Mahri. Donc c'est quelqu'un... Non, attendez, c'est quelqu'un de discipliné, mais il n'en demeure pas moins qu'il suit les ordres. Donc si on lui demande de faire quelque chose... Alors, à ce moment-là, pourquoi il ne démissionne pas le plus simplement possible? Donc ça veut dire que ça confirme bien que ça tire de toutes parts. Je vais vous renvoyer la question. Vous dites qu'il est proche de Gaïd Salah. Moi, je dis d'abord que c'est un faux clivage.
Gaïd Salah et Saïd Bouteflika sont très unis, très alliés, d'abord. Il n'y a pas de confrontation entre les deux. Moi, je le dis. Vous dites le contraire, moi, je soutiens le contraire. La deuxième des choses, Bouhaja n'a pas dit si Gaïd Salah me demande de partir, je pars. Il a dit si le président me demande de partir, je pars. Ça veut dire si Saïd me demande. On ne peut pas dire Gaïd Salah. Il faut pas... Oui, mais je peux apporter il n'aurait pas dit à la limite. À la limite, forme. il ne l'aurait pas dit. Oui. Mais le fait qu'il l'ait dit, ça veut dire qu'il est plus proche de Saïd Bouteflika que de n'importe qui d'autre. Il l'a dit publiquement et clairement. Regardez, il faut remettre les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, on parle de présidence qui va avoir lieu en avril. Pas sûr. Donc, Oui, pas sûr. en tout cas, Avec la crise de la PN, c'est pas sûr du tout. Attendez. On est en train de dire, il y a une présentation en avril 2018. Moi, je ne suis pas devin, je ne peux pas dire. Pour moi, il y a une élection qui va se tenir en avril. Après, ce qui va se passer. Vous connaissez l'exemple congolais ou pas? Excusez-moi. 2 ans. Ils ont laissé glisser 2 ans. Ce qui se passe entre maintenant et avril, moi, je ne peux pas le savoir. Mais par contre, les gens placent leur pion. Et dire que quand il s'agit de gouverner l'Algérie, de prendre le pouvoir, je peux vous dire qu'il n'y a pas d'union et ça se tire dans les pattes. Et ça, regardez les généraux. Interdit de sortir du territoire. Hamel, il a été renvoyé comme un malpropre. Dites-moi un seul général qui a interdit de quitter le territoire. Est-ce que vous avez des preuves? Je vous assure que c'est du bidon. Ils sortent quand ils veulent. Mais Nazim, le quatrième mandat, il y a une contradiction là-dedans que je n'arrive pas à... Le quatrième mandat, sans l'armée, il n'y aurait pas eu de quatrième mandat. C'est toujours l'armée. Ça veut dire, ils se dans les pattes, question de pouvoir, chacun pour soi. Mais le Gaïd Salah et ceux qui étaient autour de lui, dont certains ont été purgés, ont marché pour le quatrième mandat. Ils nous l'ont imposé par la force. Ils ont fait trafiquer les élections de façon systématique. C'était l'armée qui était à la manœuvre. C'est toujours l'armée qui est à la manœuvre. Mais et rien ne dit que l'armée et le clan Bouteflika ne soient pas toujours d'accord. Rien ne dit qu'ils se soient opposés les uns aux autres. Monsieur Benchenouf, c'est un besoin, c'est une raison biologique, je vais dire. L'armée, il y a quand même un bon sens. On ne peut pas miser parce qu'on sait très bien que M. Bouteflika va mourir un jour et on sait très bien que sa santé se dégrade de jour en jour. On le voit de jour en jour à la télé que son état de santé n'est pas celui, même à comparer à celui de 2014, c'est pas le même. Donc il faut qu'ils placent leur pion. Ils sont quand même pas bêtes à ce point pour les laisser filer entre guillemets le pouvoir. Ça reste toujours l'armée. Mais l'armée, elle va s'unir avec Bouteflika aujourd'hui, mais elle va s'unir avec une autre partie un autre jour. Mais entre-temps, il faut bien qu'ils placent leur pion. Il faut bien qu'ils gèrent la situation. Et nous allons passer au sujet suivant, affaire An-Nahar contre Tartak. Contre Tartak, d'abord j'aimerais que nous parlions du journaliste qui a été kidnappé. Le patron des services, ou celui qui remplace le patron l'adjoint de Tartak, a appelé le directeur d'An-Nahar, Anis Rahmani, pour lui demander de lui envoyer le journaliste qui avait écrit le fameux article sur ALG 24. Et Anis Rahmani, qui enregistrait le message, qui a dit non, je ne vous le livre pas, je veux une décision de justice en bonne et due forme. Et il a été très loin. Jamais on a entendu que pareille rébellion, j'allais dire, d'un journaliste contre les services secrets qui sont naturellement les patrons de la presse en Algérie. Et donc, comme Anis Rahmani donc, a refusé de livrer son journaliste, celui-ci a été arrêté en pleine rue, emporté, mani militari, vers une destination ou une autre, comme ils ont fait pour le cas Hadjoti, si vous vous rappelez, le gendre du commandant Azdin. Sauf que le gendre du commandant Azdin est revenu dans un cercueil. Et que ce journaliste-là a finalement été libéré sur pression de l'opinion publique, peut-être même internationale, peut-être même de certains clans. Mais d'abord sur l'affaire du journaliste qui a été kidnappé. Est-ce que nous ne pourrions pas parler de cette pratique qui continue à se pratiquer, j'allais dire, sur des choses qu'ils disent et qu'ils ne respectent pas, par exemple l'ISTN, interdiction de sortie de territoire national, la dernière mouture de la Constitution, interdit de signer une quelconque décision d'ISTN sans que ce soit celle d'un juge. Mais là, ils sont en train d'interdire aux gens de quitter le territoire. Ils sont en train d'interdire aux gens de se déplacer à l'intérieur de leur propre pays, comme Ali Belhaj. De sortir de la maison. De sortir de la maison, d'aller prier dans telle ou telle mosquée. Ça veut dire que ce sont des choses qui sont illégales
Et celle de l'enlèvement du journaliste l'a été tout autant. Jusqu'à quand ça va continuer comme ça? Ça va continuer toujours parce que déjà, eux, ils sont en train de mentir pour dire on est dans un état de droit alors qu'ils sont en train de pratiquer autre chose que la loi. Et des fois même, nous, en tant qu'Algériens, en tant qu'opposants, des fois, on commence à croire que c'est un état de droit et on est étonné quand on voit ces pratiques. Ces pratiques-là, elles sont là depuis toujours. Ya Jama'a, ça n'a jamais changé. Des fois, d'ailleurs, même quand on arrive leur parler pour l'application de loi, des fois, ils nous regardent de travers. Personnellement, j'étais dans ma ville, à Msila, je voyais un monsieur qui était en train de vendre des objets dans l'arrêt de bus. Le bus, il a pris la première voie. Il y avait une autre voiture qui a fermé le boulevard. Et les policiers, ils étaient à 2-3 mètres au centre-ville de Msila, à 10 mètres du Wali. Je me suis garé loin, je descends, je suis allé voir le policier, je lui dis « Salam alaikum, mais c'est quoi? Vous êtes là et vous laissez ce désordre ?» Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit « Vous n'êtes pas d'ici. » Donc sincèrement, ya Jama'a, quand on regarde les lois et quand on regarde... Ça veut dire que si vous étiez d'ici, vous aurez compris pourquoi je n'interviens pas. Voilà, parce que c'est comme ça même, des fois, depuis 2011, d'ailleurs même, j'aimerais bien commenter, il y a des gens qui ont écouté l'enregistrement, ils ont dit, mais c'est pas possible qu'une personne de renseignement est en train de supplier Hada Rahmani et autres. Ya Jama'a, depuis 2011, depuis le printemps arabe, nous avons remarqué que cette façon, un changement dans la façon d'agir des policiers, des gendarmes, des gens de renseignement, ils sont entre deux contradictions. D'un côté, ils ont des lois qui ne sont pas réalistes, ils ont des ordres qui viennent de nulle part, et ils ont des citoyens ou des gens qui veulent faire des choses des fois légales, des fois non. Et donc, ils viennent, ils parlent aux gens, oui, s'il vous plaît, pour rester gentil avec ces gens et pour dire à ces maîtres que j'ai fait mon devoir. Moi, le jour où il y avait Mouatana, quand elle a organisé son rassemblement à Constantine, moi, j'étais là. Et j'ai vu comment le chef de la police, là-bas, de sécurité, il est venu. Il commence à parler, comme s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est pas la peine, comme ça. Et j'étais en train de lui regarder, mais je dis, c'est pas possible. Si vous avez une loi, appliquez-la. C'est quoi cette façon? Après, on est allé entrer avec lui dans les lois. Il a dit non, la loi, elle interdit. Il y a des gens qui ont dit non, la Constitution, elle dit l'inverse. Il a dit non, ça c'est l'autre Constitution a été corrigée. On lui a dit la Constitution, elle dit combien? Elle dit 3 personnes, on peut marcher deux par deux. Il a dit non, pas 2 par 2. Et il est resté là parce que pour plaire à ses maîtres, il a laissé les camions de poubelles sur toutes les places dans la ville de Constantine. Il est resté là avec ses agents jusqu'au moment où ils ont même expulsé ils ont même roulé avec des voitures derrière personnalisées. Jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment loin de la wilaya de Constantine. Ils ont pris l'autoroute et à ce moment-là, ils sont revenus pour dire c'est bon, on les a expulsés. Voilà, donc c'est pour parler des lois en Algérie. Sincèrement, on est à côté des plats. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'application. Sauf avec certaines personnes, on les sort des lois pour les punir, comme Ben Naoum qui est aujourd'hui derrière les barreaux. On lui a appliqué l'article 45-46 que l'Algérie que Bouteflika a glissé dans la pseudo-constitution de réconciliation et que l'Algérie même a dit à l'ONU qu'elle l'applique jamais. Mais sur Ben Naoum, elle a appliqué cet article parce que c'est quelqu'un qui est revenu sur la réconciliation. Donc on peut le punir, on peut le mettre derrière. Nous y reviendrons cette affaire Ben Naoum. Rachid Nekes sur ce sujet, le journaliste qui a été enlevé publiquement devant tout le monde, filmé même, il y a des films de l'enlèvement, du kidnapping. Tout d'abord, je condamne fermement et avec la plus grande vigueur tout kidnapping, ou bien de militants des droits de l'homme, ou bien de journalistes en Algérie. Vous-même, vous avez été kidnappé publiquement, on a même les images. Hein. Absolument, et moi-même, le 9 mai dernier, j'ai été kidnappé par les services de sécurité de la wilaya de Boumerdes. C'est les mêmes services? C'est les services Tartak? Tartag est hospitalisé en France, il est malade. Oui, mais à l'époque, c'est le régime algérien. C'est le régime algérien. D'ailleurs, c'est parce que c'était tellement grave, ça avait été filmé, que le général Hamel m'a reçu 2 jours après et s'est excusé. Oui. Donc, il savait bien c'est vrai que c'était la police, hein, ce n'était pas service de sécurité. Les hommes de Tartag. Voilà. D'accord. Et alors, l'ironie de l'histoire, c'est que le site internet Algérie 24 s'était moqué de mon kidnapping. Oui. Le 9 mai dernier. Absolument. Il ne faut jamais se moquer. L'idhak, ilhak. Aujourd'hui, le journal de ce journaliste qui a été enlevé. Il ne faut jamais se moquer du drame des gens. Et c'est pour ça que je lance un appel à Nahar, qui est très, très vu en Algérie. Il ne faut pas se moquer de la vie des gens. Il faut respecter les uns et les autres. En tant que citoyen algérien, je condamne ce kidnapping d'un journaliste algérien, car c'est d'abord et avant tout un citoyen algérien. Et c'est la raison pour laquelle je suis en pleine solidarité
et avec le journaliste et avec le journal pour lequel il travaille, malgré la mauvaise publicité Que vous en inutile, faites. parce qu'on reste algérien et je suis en pleine solidarité. Nazim, sur ce sujet du journaliste qui a été kidnappé, sur le kidnapping d'une façon générale, sur cette propension des services de sécurité à brutaliser les gens, à les enlever, à les arrêter. Malheureusement, on constate au fait que la justice, mais ça, on va dire, c'est commun à tous les sujets qu'on est en train de voir. On revient à la légitimité de ce pouvoir, à l'état de droit. Quand vous êtes dans un état de droit où le pouvoir légitime, pour revenir au sujet premier, la France ne se mêlera pas. On n'aura pas de crise à l'APN, même s'il y a une crise, ça se fera en fonction des règles de droit. Et on arrive au kidnapping du journaliste. Ça ne serait pas passé si on avait un gouvernement légitime avec un état de droit. Ça, c'est primo. Secondo, cette justice, elle est à deux vitesses. Pour lui, parce que son patron, c'est Anis Rahmani, 2 heures après, il est chez lui, avec ses enfants. Mais d'autres, ils se font kidnapper. Il y a certains qui ne sont jamais revenus à la maison. Anis Rahmani n'en a jamais parlé. Mais peut-être que parce qu'il a réagi. Peut-être que les autres, c'est parce que leurs patrons n'ont pas réagi. Vous connaissez très fortement réagi. Monsieur Benchenou, vous connaissez beaucoup quelqu'un qui dit Bachir, vous connaissez beaucoup qui peuvent faire ça. Ben voilà. Donc vous avez la réponse à votre question. Et donc, certains ont été kidnappés, ils ne sont jamais revenus à la maison. Certains, ils ont été kidnappés pendant des jours. Et Anis Rahmani n'en a jamais parlé. Mais parce que Anis Rahmani, c'est un homme d'un clan plus qu'un autre, eh bien, il peut se permettre d'injurier, peut-être pas injurier, de menacer un général, un colonel, je ne sais pas le grade de la personne, etc. Justement, Nazim, parce que vous nous y amenez, je vous en remercie. C'est vrai, il faut condamner, il faut soutenir, il faut condamner les enlèvements de journalistes, et les soutenir, quoi qu'il arrive, quel qu'il soit et quelque tendance ils aient suivi. Mais pourquoi n'y a-t-il pas maintenant, la question est à vous trois, je vous demanderai un petit tour de micro parce qu'on arrive à la fin de l'émission, pourquoi n'y a-t-il pas de solidarité pour tous les gens qui sont enlevés? Ali Belhaj. Est-ce que parce que c'est un islamiste qu'il ne faut pas se solidariser avec lui? C'est inacceptable. Ouais. Je ne partage pas les idées de M. Ali Belhaj, mais je soutiendrai toujours les droits du justiciable algérien, Ali Belhaj, pour qu'il ait la liberté de circuler partout dans les 48 wilayas du pays et qu'il ait le droit d'avoir un passeport pour voyager à l'étranger. Car il a payé son dû à la justice algérienne. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec lui, on doit le respecter en tant que citoyen et justiciable algérien. Et c'est valable autant pour M. Ali Belhaj que pour tous les autres militants des droits de l'homme, aujourd'hui emprisonnés, et c'est inacceptable. Dans Ben Naoum. Dans d'autres, je pense même, il y a un des journalistes de Maghrebi, Abdelsami Abdelhay, il a été arrêté, il n'y a pas eu de procédure ou de jugement, il est resté presque 2 ans, et après, il est sorti comme ça, et donc c'est comme si rien n'est passé. Donc moi, je pense, avec tout ce qu'on est en train de vivre, il y a des fois, on a cette mentalité d'égoïsme, cette mentalité de tartera, c'est même un autre défaut qui est plus grave que ça. Il y a beaucoup d'Algériens qui se croient des juges, c'est-à-dire quand ils voient une personne arrêtée, il va dire « Yestahel » ou bien « il mérite parce que j'ai entendu qu'il a fait ça ». Or, normalement, après tout ce qu'on est en train de vivre, normalement, on doit arriver à une conclusion. Dans un état de droit, la loi doit être appliquée sur tout le monde, dans tous les domaines. Et c'est ça le secret de la réussite de tous les pays occidentaux, de tous les pays européens. Et si on continue de rentrer dans l'approximative, on ne sait pas à quel moment on va s'arrêter. Et c'est toujours les Algériens de l'Algérie profonde qui vont être les premières victimes. Nazim, sur ce droit de tous les citoyens de prétendre à de mêmes droits, d'être protégés contre les mêmes excès. Je dirais une ayah que j'adore, c'est-à-dire c'est des gens qui pendant des années ont été les larbins de ce régime et ils ont été jetés comme des malpropres. Il ne faut jamais oublier que la roue tourne et qu'il ne faut jamais dénoncer, sans distinction aucune, non seulement pour les militants de droits de l'homme, pour tout Algérien qui a le droit de s'exprimer sur n'importe quel sujet, sans condition préalable. Tout le monde a le droit de s'exprimer, bien sûr dans le respect de l'autre. Tout le monde a le droit de s'exprimer, militant, pas militant, femme ou homme, tout le monde a le droit de s'exprimer. Et il faut être solidaire des kidnappings, des mauvais traitements.
de tout ce qui a trait au respect, à l'intégrité physique et morale de l'Algérien. Et ça, il ne faut pas oublier que si aujourd'hui on se tait, ça va nous arriver. Et effectivement, ça arrive à des gens qui se sont tus pour Ali Belhaj, pour des centaines de personnes, d'autres qui se sont fait kidnapper, torturés, maltraités par la police juste parce qu'ils ont la grande poste et ils ont juste exprimé leur ras-le-bol qui est le lot des Algériens de tous les jours. Pour deux mots juste, هذا الناس هذو جماعة النهار صار لهم كيما الثور الأسود اللي جا ليه الثور الابيض. لا الثور الاسود اللي جا ليه السباع في البدايه وجا بدا ياكل كان الثور الابيض والبني والاسود جا ليهم السباع قال لهم نديروا رحبه نديروا جماعه ومن بعد قال لهم الابيض راه يجيب لنا العدو قال لهم خلوني ناكلوا ونعيشوا حنايا في امان سكتوا خلوه كلاه من وراها جا لك حل قال له القهوي البني راه مهما كان يجيب لنا المشاكل خليني ناكلوا زاد كلاه نهار الاخر تقابل الثور الاسود مع الاسد قال له اكلت يوم اكل الثور الابيض رانا فيها. Tu as accepté au début, ça t'arrivera aussi. Exactement. Merci beaucoup Salah Hijab, merci beaucoup Nazim Taleb, merci beaucoup Rachid Nekaz. Merci à vous chers amis d'avoir suivi cette émission. Après la khair, bislama.